Stéphane n'avait probablement jamais imaginé, même dans ses rêves les plus fous, que je ne ferais que feindre de jouer la comédie d'un divorce pour obtenir un titre de séjour pour la femme qui hantait son esprit et pour son fils. Mais moi, sans l'ombre d'une hésitation, j'ai transformé cette farce macabre en un divorce bien réel et définitif. Tout a commencé le jour précis de mon 29e anniversaire, lorsqu'il m'a tendu une demande de divorce pliée à l'intérieur d'une enveloppe rouge carmin, plaisantant lourdement que c'était mon cadeau pour cette nouvelle étape de ma vie. Quelques années auparavant, une telle cruauté m'aurait fait hurler. Je lui aurais certainement jeté l'enveloppe au visage, les larmes dévalant mes joues en cascade, lui demandant le pourquoi de cette trahison. Mais ce jour-là, une étrange froideur m'avait envahi. J'ai simplement ouvert l'enveloppe en silence, mes yeux parcourant les lignes froides et impersonnelles du document juridique, puis, avec un calme qui me surprenait moi-même, j'ai apposé ma signature dans l'espace vide prévu à cet effet. En voyant ma coopération inattendue, Stéphane a même esquissé un sourire, un air de soulagement immense se peignant sur ses traits, comme s'il venait de se délester d'un fardeau insupportable. « Manon, pourquoi te crispes-tu ainsi ? Ce n'est qu'un faux divorce, tu sais. Une simple formalité. Dès que tout sera réglé pour Valérie et qu'elle aura obtenu le titre de séjour pour elle et son fils, nous nous remarierons immédiatement. » Sa voix était douce, presque mielleuse, et ses yeux brillaient de cette certitude absolue que je finirais, comme toujours, par obéir docilement, par accepter l'inacceptable. Pourtant, moins d'une demi-heure plus tard, j'ai vu cette femme, sa Valérie, publier un statut éblouissant de triomphe sur son profil personnel. Merci, Stéphane, d'avoir eu le courage de divorcer pour nous. Enfin, mon fils et moi avons un lieu sûr où nous réfugier. À la fin de la phrase, un emoji en forme de cœur rouge sang, et juste en dessous, une photo d'elle, enlaçant un petit garçon d'environ 2 ans, tous deux debout devant un petit gîte à l'allure volontairement précaire, jouant une scène de pitié si parfaite qu'elle aurait ému quiconque ignorait la véritable histoire. Si cela s'était produit avant, j'aurais probablement appelé Stéphane sur le champ, le submergeant de questions, exigeant de savoir quelle partie de « faux divorce » était supposée être fausse. Je lui aurais envoyé un déluge de longs messages, pleurant, le questionnant, argumentant, lui demandant s'il m'avait jamais, ne serait-ce qu'une seconde, considéré comme sa véritable épouse. Mais ce jour-là, j'ai simplement appuyé silencieusement sur le bouton « J'aime » sous sa publication. Mes doigts tremblaient légèrement, une secousse presque imperceptible, mais mon cœur était un bloc de glace, si froid que je ne ressentais plus rien. Ensuite, avec une détermination nouvelle, j'ai ouvert la messagerie interne de l'entreprise et rempli la demande de mutation pour notre succursale en France. Lorsque Nicolas, mon chef de département, a reçu le courriel, il m'a immédiatement appelé en visioconférence, sa voix empreinte d'une profonde stupéfaction. « Manon, tu te souviens de tous les efforts que tu as déployés pour obtenir cette opportunité de venir travailler à la succursale à Berlin ? Tu viens tout juste d'être promu chef de projet. Pourquoi veux-tu soudainement rentrer en France ?» J'ai baissé la tête, un sourire amer étirant mes lèvres, évitant son regard inquisiteur à travers l'écran. « Mes parents sont en France, Nicolas. Ils ne sont plus tout jeunes. Ça fait plusieurs années que je suis parti, et s'il leur arrivait quelque chose, il me serait difficile de m'occuper d'eux. Il vaut mieux que je sois plus près. » Une vérité partielle, un mensonge par omission. À peine avais-je terminé ma phrase que la porte du bureau s'est ouverte. Stéphane est entré, desserrant sa cravate, les 2 premiers boutons de sa chemise blanche ouverts, affichant l'air de quelqu'un qui sortait tout juste d'une réunion harassante, la fatigue encore gravée entre ses sourcils. En entendant mes mots sur un retour en France, il a immédiatement froncé les sourcils. « Qui veut rentrer en France ?» J'ai fait semblant de ne pas l'entendre, continuant à discuter de quelques détails professionnels avec Nicolas avant de mettre fin à l'appel. J'ai fermé mon ordinateur portable et, en me retournant, je me suis retrouvé face aux yeux noirs et profonds de Stéphane, qui me scrutait avec une intensité dérangeante. « Tu disais que quelqu'un voulait rentrer en France ?» Il a insisté sur chaque mot, une trace d'irritation à peine dissimulée dans sa voix. J'ai répondu calmement, mon ton aussi insipide que de l'eau. « Une collègue de l'équipe du Nord. Elle envisage de rentrer pour s'occuper de ses parents âgés. » Un sourire sardonique s'est dessiné sur les lèvres de Stéphane. « Ah, j'ai cru que c'était toi. Mais en y réfléchissant, c'est pour moi que tu as enduré toutes les difficultés pour rester à l'étranger, quittant ton pays, tes parents, tous tes amis. Tu as fait tant d'efforts pour être à mes côtés. Comment pourrais-tu vouloir partir maintenant ?» Tout en parlant, il s'est approché,
a passé un bras nonchalant autour de ma taille et m'a attiré contre lui. Chérie, attends que Valérie obtienne son titre de séjour et que tout se stabilise, et nous aurons un enfant. D'accord? Le parfum familier et froid de son eau de Cologne masculine m'a enveloppé. Une fragrance qui m'avait autrefois enivré jusqu'à l'obsession, mais qui, à présent, me donnait la nausée. Stéphane avait toujours fonctionné ainsi avec moi. Lorsqu'il avait besoin que je me sacrifie, il n'hésitait pas à me donner une gifle douloureuse ou une parole cruelle, une décision impitoyable, ou une froideur qui pouvait durer des semaines. Mais juste au moment où j'étais sur le point de craquer, il me tendait un bonbon, un sac de créateur, un dîner aux chandelles, ou quelques mots doux comme « Je n'ai que toi, Manon. Tu es celle en qui j'ai le plus confiance. » Jusqu'à présent, j'avais toujours docilement accepté ce bonbon, oubliant la gifle précédente. Mais cette fois, je ne voulais plus de son bonbon. J'ai repoussé son bras de ma taille, ma voix tranquille, mais incroyablement distante. Laissons les projets d'avenir pour plus tard. Stéphane est resté un peu perplexe, comme s'il n'était pas habitué à ce que je le repousse. Un regard impatient a traversé son visage, mais son ton s'est adouci, comme s'il consolait une enfant boudeuse. Cette fois, tu n'as pas fait de scène. Ça me paraît même étrange. Je pensais que pour ça, tu me ferais un drame de vie ou de mort. La légèreté avec laquelle il utilisait les mots « vie ou mort », comme s'il parlait du dîner, m'a paru simplement ridicule. Qu'un mariage doive se battre à la vie à la mort pour une personne extérieure, à ses yeux, ce n'était rien de plus qu'un spectacle à observer de loin. J'ai laissé échapper un petit rire, mais mes yeux étaient glacés. Et alors, que je discute ou pas? Nous avons discuté tellement de fois que j'en suis fatigué. En entendant cela, Stéphane a immédiatement changé de ton, passant de la consolation au reproche, comme à son habitude. Avant, tu étais très déraisonnable. J'avais seulement pitié de Valérie et de son fils, seul à l'étranger, alors je me souciais un peu d'eux, et toi, tu ne le comprenais pas. Toujours à te disputer avec moi pour n'importe quoi. Sais-tu à quel point je me sentais fatigué et blessé à chaque fois? Il était toujours comme ça. Toujours. Dès que je cédais d'un pas, il en avançait 99. Il voulait que je quitte mon emploi stable en France pour le suivre à l'étranger, et j'ai demandé ma mutation, laissant derrière moi mes parents vieillissants. Il a dit qu'il ne voulait pas d'enfant tout de suite, de peur que cela n'affecte sa carrière, et j'ai serré les dents et supporté la pression des deux familles, assumant toute la culpabilité, disant que c'était moi qui ne voulais pas d'enfant, au point que ma belle-mère m'a traité d'égoïste. Pour sa phrase, j'ai pitié d'eux, je suis devenu la déraisonnable, l'incompréhensive. Cependant, toute ma patience, mon endurance, mon sacrifice, au final, ne valaient même pas un statut de Valérie. À ses yeux, je serais toujours celle qui pouvait rester ou être remplacée, tandis qu'elle et son fils étaient ceux qui avaient besoin d'être sauvés. Je me suis levé et je l'ai regardé longuement. Son regard était toujours le même, la confiance et l'orgueil presque inscrits sur son visage. À ce moment-là, j'ai soudain réalisé que pendant toutes ces années ensemble, nous avions toujours été aux deux extrémités d'une balance, seulement, avant, j'avais fait semblant de ne pas le voir. J'ai pris une profonde inspiration, ma voix aussi légère que si je parlais de quelqu'un d'autre. Je ne discuterai plus avec toi. Il n'y aura plus de débat sur qui a raison et qui a tort. Il n'y aura plus de nuit à pleurer les yeux gonflés à cause d'une de tes phrases, ni de scène où je cours derrière toi, essayant de raccommoder un mariage déjà en lambeaux. En entendant cela, les coins des lèvres de Stéphane se sont courbés. Son regard encore plus satisfait, il a cru que j'avais finalement retrouvé la raison, que j'avais docilement accepté la place qu'il m'avait assignée. Il ne savait pas que mon « je ne discuterai plus avec toi » n'était pas une reddition, mais un adieu. C'est mieux comme ça, a-t-il conclu, comme s'il clôturait une négociation commerciale. Valérie et moi ne sommes que des amis. Ne te mets pas à penser à des choses bizarres ni à avoir une jalousie infondée. S'il y avait vraiment quelque chose entre nous, crois-tu que ça aurait été à toi d'être ma femme? Cette phrase, je l'avais entendue tellement de fois que je la connaissais par cœur, point par point. Chaque fois que je montrais mon malaise à propos de Valérie, il utilisait exactement les mêmes mots, comme un mantra, à la fois pour se disculper et pour me rappeler que ma position n'était en rien assurée. J'ai simplement hoché la tête avec un léger « si indifférent que cela sonnait comme le vent qui passe. Stéphane, voyant ma réponse, a hoché la tête à son tour, satisfait, me tapotant le dos de la main comme pour encourager un employé qui a enfin compris les choses.
C'est bien que tu sois si raisonnable. J'ai répété cette phrase dans ma tête et en ai ajouté une autre pour moi-même. Oui, j'aurais dû comprendre plus tôt. Avoir su plus tôt que dans le cœur de Stéphane, je ne valais même pas un doigt de Valérie. Juste au moment où l'atmosphère dans la pièce s'était apaisée, de l'extérieur de la porte est parvenue une voix d'enfant, claire et tendre. « Papa, viens jouer aux petites voitures avec moi. » Maman joue très mal. C'est une nulle. Cette voix douce fut comme une flèche qui traversa la porte de la chambre et se planta dans mes tympans. Stéphane s'est levé presque par instinct, un sourire chaleureux illuminant son visage, un sourire dont je n'avais pas été la cause depuis bien longtemps. Il était sur le point de sortir quand il se souvint de quelque chose. Il se tourna vers moi, son ton empreint d'une once d'explication superficielle. « Je vais jouer un moment avec Léo. C'est le fils de Valérie. J'ai confiance en toi. Tu n'as pas besoin de t'expliquer autant. » Je l'ai interrompu calmement, ma voix légère mais ferme. Stéphane est resté stupéfait quelques secondes, ne s'attendant probablement pas à ce que je sois si facile à convaincre, et finalement il n'a laissé qu'une phrase. « Tant que tu as confiance, ça suffit. » Sur ce, il s'est retourné, a ouvert la porte et est sorti, la refermant doucement avec un air d'excuse, mais pas envers moi. Depuis que Valérie et son fils avaient emménagé dans cet appartement, le petit Léo avait appelé Stéphane « Papa » avec un naturel stupéfiant. La première fois que j'ai entendu ce « Papa », j'ai eu l'impression que quelqu'un me serrait le cœur. Ce soir-là, j'ai essayé de lui dire calmement que je ne me sentais pas à l'aise. Stéphane s'est immédiatement mis en colère, me pointant du doigt et criant « Manon, comment peux-tu être aussi insensible ? Léo est déjà assez malheureux de ne pas avoir son père près de lui. Tu ne peux pas supporter qu'un enfant m'appelle papa ? N'as-tu donc pas de cœur ? » Je suis resté sans voix face à ces cris, ne pouvant qu'avaler en silence toute l'amertume. Depuis lors, chaque fois que j'entendais Léo appeler « Papa », une vague sensation de malaise m'envahissait, comme si quelqu'un piquait délibérément avec une aiguille fine une blessure qui n'avait pas encore cicatrisé. Mais aujourd'hui, c'était différent. Dehors, on entendait des rires et des jeux, le bruit des voitures miniatures s'écrasant contre le mur, le rire cristallin d'un enfant et de temps en temps un « papa » incroyablement intime. Pendant ce temps, dans la chambre, j'ai levé la main en silence et l'ai posée sur mon cœur. L'endroit qui autrefois se contractait de douleur était maintenant étrangement calme. Les coins de mes lèvres se sont légèrement courbés, formant un sourire radieux qui m'a même semblé étrange. Il s'avère que lorsque vous décidez vraiment de cesser d'aimer, même l'endroit qui fait le plus mal s'engourdit peu à peu. Le téléphone a vibré, interrompant le brouhaha de l'extérieur. C'était Monique, ma mère. J'ai répondu. De l'autre côté, la voix anxieuse et familière de ma mère a immédiatement retenti. « Manon, c'est ton anniversaire aujourd'hui. » Je n'arrêtais pas de t'appeler, mais ça sonnait occupé tout le temps. « Tu as déjà mangé le gâteau ? Pierre, ton père, dit que nous t'appellerons en vidéo plus tard pour que tu souffles les bougies. » En entendant ma mère, j'ai soudain réalisé que de toute la journée, je n'avais rien mis dans ma bouche, à l'exception d'un verre d'eau. Dans cette maison, la seule personne qui se souvenait que c'était mon anniversaire se trouvait, en fait, à des milliers de kilomètres. J'ai essayé d'ajuster ma voix, craignant qu'elle ne remarque quelque chose d'étrange. « J'ai déjà mangé, maman. Tout va bien. Je suis un peu occupé ici. Je vous appellerai, toi et papa, plus tard. » Avant de raccrocher, ma mère a soudainement demandé d'une voix basse et timide. « Quand rentreras-tu à la maison, ma chérie ? Cela fait déjà plusieurs années que tu travailles à l'étranger et chaque fois que tu viens, c'est en coup de vent. Pierre et moi, tu nous manques beaucoup. » J'ai eu la gorge nouée. Quand je suis parti à l'étranger, il était vrai que mon travail n'était pas encore stable et je n'osais pas demander de vacances. Plus tard, lorsque ma carrière s'est stabilisée, j'ai mentionné à plusieurs reprises l'idée de rentrer à la maison pour une visite, mais chaque fois, Stéphane fronçait les sourcils et disait « Les allers-retours sont une galère, une perte de temps, ça affecte les projets, ce sera difficile à expliquer à la famille. » Et ainsi, année après année, les fois où je suis retourné en France se comptaient sur les doigts d'une main. Après avoir raccroché, la question de ma mère continuait de résonner dans ma tête. « Quand rentreras-tu à la maison ? » J'ai ouvert la porte de la chambre et je suis sorti. À peine avais-je fait quelques pas qu'un jouet en plastique a volé directement vers moi. Heureusement, j'ai réagi à temps et l'ai esquivé.
Le petit Léo était planté au milieu du salon, les mains sur les hanches, ses yeux noirs et ronds remplis d'hostilité. Méchante sorcière, pourquoi es-tu dans ma maison? Tu veux encore me voler mon papa? Papa est à moi et à maman, pas à toi. Avant que je puisse ouvrir la bouche, Valérie s'est précipitée pour s'accroupir et tirer son fils en arrière, une expression d'excuse et de gentillesse sur le visage. Je suis désolé, Manon. Léo n'est qu'un enfant. Ne fais pas attention à lui. Il dit juste des bêtises. La phrase « ce n'est qu'un enfant », il dit des bêtises, je l'avais entendu pas moins d'une douzaine de fois. C'était toujours la même chose. C'était lui qui manquait de respect, qui agressait, qui me traitait de méchante sorcière, mais à la fin, celle qui devait prendre sur elle, c'était toujours moi. Stéphane, debout à côté d'eux, avait le front plissé, sans la moindre intention de me défendre. Ce n'est pas si grave. Pourquoi dois-tu en faire tout un plat? Je t'ai dit 1000 fois de ne pas faire attention aux paroles d'un enfant. D'ailleurs, si Léo te traite comme ça, n'est-ce pas aussi parce que tu lui as fait peur en premier? Tout en parlant, il a tendu la main et a attiré Valérie et son fils vers lui, comme pour les protéger de son propre corps, me regardant froidement de haut. Manon, vas-tu vraiment te mettre au niveau d'un enfant de 5 ans? Si c'est le cas, j'aurais honte pour toi. Quel ridicule. C'est lui qui a lancé le jouet. C'est lui qui a prononcé les mots blessants. C'est moi qui ai été attaqué dans ma propre maison, mais quand tout le monde regardait, la faute retombait entièrement sur moi. L'adulte mesquine qui s'abaissait au niveau d'un enfant. Je les ai regardés tous les trois. Un homme à l'air hostile, une femme qui feignait de jouer les médiatrices avec douceur, un enfant qui me regardait d'un air suffisant, un tableau de famille de 3 si harmonieux, sauf que j'étais de trop, comme une intruse non désirée. Soudain, j'ai senti que je n'avais plus la force de discuter. Continuez, ai-je dit calmement, chaque mot clair. Je sors juste pour quelque chose. Personne ne m'a arrêté. Je suis allé directement à la cuisine. J'ai ouvert le réfrigérateur avec l'intention de prendre la portion de pâtes que j'avais cuisinée l'après-midi et le gâteau que j'avais commandé pour moi, parce que je savais que personne d'autre ne s'en souviendrait. Mais en ouvrant la porte du réfrigérateur, il était vide. La boîte blanche du gâteau que j'avais soigneusement rangée sur l'étagère du milieu n'était plus là. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Je me suis retourné et j'ai regardé vers le salon. Sur la table basse, il y avait ce qui avait été autrefois un magnifique gâteau, maintenant découpé n'importe comment. La crème tachait toute la table, les fleurs décoratives arrachées et éparpillées partout. La couche de chocolat qui éplait mon nom avait été poignardée avec un couteau, les lettres déformées et illisibles. Des miettes colorées tombaient sur le sol, maculant le tapis et les mains de Léo, même sa chemise froissée. Le rire innocent d'un enfant, la voix douce d'un homme consolant, la voix basse d'une femme conseillant. Tout se mélangeait comme s'il célébrait une fête le jour où j'avais officiellement tout perdu. Stéphane a également remarqué que mon regard s'était arrêté sur le désastre de la table et son visage a montré une gêne fugace. Ce gâteau était à toi? Il s'est gratté le nez comme si ce n'était pas important. Léo a dit qu'il n'était pas bon, alors il l'a laissé là. Si tu veux en manger, je t'en achèterai un autre demain. Un autre. C'était le gâteau que j'avais commandé la semaine dernière avec une note pour qu'il décore mon nom et que j'étais allé chercher moi-même sous la pluie. Je me suis approché sans un mot, j'ai ramassé la boîte cabossée du gâteau, l'ai ouverte pour jeter un coup d'œil, puis l'ai calmement jetée directement à la poubelle à côté de l'évier. Ce n'est pas la peine. Ma voix était très faible, comme si je parlais d'un objet jetable sans valeur. Sur ce, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. À peine avais-je fait quelques pas dans le couloir que j'ai entendu des pas précipités derrière moi et une main familière m'a attrapé le poignet. « Manon, où vas-tu » Je me suis retourné pour le regarder, ressentant une véritable perplexité. C'était la première fois, dans une soirée comme celle-ci, qu'il laissait Valérie et son fils pour me suivre. « Pourquoi me suis-tu » La question est sortie si naturellement que même lui est resté perplexe pendant quelques secondes, comme s'il ne s'attendait pas à recevoir une question aussi indifférente. Si c'était avant, rien qu'en le voyant me suivre, j'aurais été si heureuse que j'aurais oublié toutes les offenses précédentes. Peu importait ce qu'il avait fait, tant qu'il était prêt à me suivre, à dire quelques excuses superficielles, je trouverais immédiatement une raison de lui pardonner. Mais aujourd'hui, mon pouls ne s'est pas accéléré du tout. Stéphane a cligné des yeux, son visage montrant une pointe d'embarras,
comme s'il ne s'attendait pas à ce que ma réaction soit si froide. J'ai vu que tu sortais sans rien dire, alors je suis venu demander. Ah, ai-je répondu avec indifférence, mon ton dépourvu de toute émotion. Je sors juste chercher quelque chose à manger. À ce moment-là, depuis le salon, Valérie est sortie en tenant la main du petit Léo tout en se penchant pour consoler son fils avec douceur. Manon, Léo vient de dire qu'il veut aller manger dans une brasserie. Si ça ne te dérange pas, tu pourrais venir avec nous. Considère ça comme une invitation de ma part pour m'excuser pour tout à l'heure. Avant que je puisse refuser, Stéphane s'est empressé d'intervenir avec un ton très naturel. Viens avec nous, ce sera plus amusant. En plus, tu n'as rien mangé. Puis il s'est tourné vers moi, prenant pour acquis qu'il pouvait décider pour moi. Descends chercher la Citroën 2CV, nous descendons tout de suite. Je les ai regardés tous les trois, ne ressentant qu'un vide silencieux à l'intérieur. Comme j'avais déjà décidé de sortir de leur vie, je ne voyais pas la nécessité de provoquer d'autres disputes. D'accord. Je me suis retourné et je suis descendu en silence au garage. Quand j'ai sorti leur vieille Citroën 2CV de la place de parking, ils attendaient déjà à l'entrée de l'immeuble. Comme je m'y attendais, Stéphane a ouvert naturellement la porte arrière pour que Valérie s'assoie avec Léo, tandis qu'il s'asseyait à côté d'elle. Le siège passager à côté de moi était vide. Lorsque la voiture s'est insérée dans la circulation, il a semblé se rendre compte de quelque chose et a expliqué avec une certaine maladresse. Léo est petit, il veut toujours être avec moi. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu l'image des trois serrés sur la banquette arrière. Un homme, une femme et un enfant, avec un aspect qui ne différait en rien d'une vraie famille. J'ai détourné le regard et répondu froidement. S'asseoir derrière, c'est bien aussi. De toute façon, le siège passager est dangereux. Mes paroles l'ont visiblement stupéfié, car c'était exactement la phrase qu'il m'avait dite lorsque, enthousiaste, j'avais voulu passer au siège passager pour être plus près de lui. Ce jour-là, il avait froncé les sourcils, sa voix agacée. Pourquoi tant d'intérêt pour le siège passager? Ce n'est pas sûr. Peu importe où tu t'assois. À ce moment-là, je m'étais consolé en pensant qu'il se souciait simplement de ma sécurité. Maintenant, en y repensant, cela me semble juste ridicule. Pendant tout le trajet, j'étais comme une chauffeuse engagée à l'heure, chargée uniquement de conduire. Derrière, leur rire et leur conversation ne cessaient pas. Léo, excité, se vantait d'un nouveau jouet, appelant « papa » avec une douceur écœurante. Stéphane répondait patiemment à chaque appel, se penchant de temps en temps pour aider l'enfant avec sa ceinture de sécurité. Valérie, de son côté, essuyait délicatement la bouche de son fils et se tournait de temps en temps pour lui rappeler de mettre son bonnet pour ne pas avoir froid. Un tableau familial complet. Il ne manquait que l'épouse légale assise au volant. En arrivant à la brasserie, j'ai garé la voiture. À peine ai-je coupé le moteur qu'ils avaient déjà ouvert les portes et étaient descendus. Emmène le petit à l'intérieur pour qu'il n'ait pas froid. Je vais me garer, a-t-il dit. Sans attendre ma réponse, Stéphane a pris Léo dans ses bras et est parti en parlant avec lui tout en marchant. Valérie a soigneusement ajusté le manteau de son fils et tous deux l'ont suivi de près. Leurs trois dos se sont progressivement perdus derrière la porte en verre du restaurant, se fondant dans la lumière jaune et chaude. Quand j'ai fini de me garer et que je suis entré, l'odeur pénétrante du plat mijoté a frappé mes narines. À la table près de la fenêtre où ils étaient assis, la vapeur s'élevait en spirale et la table était remplie de viande de bœuf, de légumes et de boulettes de poisson. Seulement, sur la table, il n'y avait que 3 services de couverts déjà parfaitement disposés. Je suis resté là, à regarder pendant quelques secondes. C'est alors que Stéphane a semblé se rendre compte de quelque chose et a levé la tête, embarrassé, comme s'il allait appeler le serveur pour qu'il apporte un autre service de couvert. Mais avant qu'il puisse parler, Léo s'est agrippé à la manche de sa chemise, le visage renfrogné, et s'est soudain mis à pleurer à chaudes larmes. « Je ne veux pas manger avec la méchante sorcière. Maman a dit que la méchante sorcière veut me voler mon papa. Je ne veux pas. Je ne veux pas. » Tout le restaurant est devenu silencieux pendant une seconde, puis tous les regards curieux se sont tournés vers nous. Valérie s'est empressée de couvrir la bouche de son fils, inclinant la tête pour s'excuser auprès de moi avec une expression à la fois peinée et embarrassée. « Manon, les enfants sont innocents, ils disent des bêtises. Ne le prends pas mal. » La phrase « les enfants sont innocents » était presque devenue son leitmotiv.
Stéphane a serré Léo dans ses bras pour le consoler et le taquiner, mais le regard qu'il m'a adressé était chargé de reproches. C'est bon, calme-toi. Tante Manon ne va pas te prendre ton papa. N'écoute pas les bêtises. Et toi aussi, a-t-il dit, se référant à moi. Ne fais pas cette tête, tu fais peur à l'enfant. Je t'ai dit d'être plus gentil avec lui. À ses yeux, la coupable, c'était toujours moi. J'ai souri légèrement. J'ai regardé Léo calmement. Ma voix n'était pas forte, mais suffisante pour que toute la table l'entende. Tranquille, petit. Ton papa sera toujours ton papa. Je ne peux pas te le prendre. Mes mots étaient très doux, mais comme une pierre jetée dans un lac qui tentait de paraître calme, le regard de Stéphane a soudainement changé, l'étonnement et la confusion se mêlant, comme si pour la première fois il découvrait dans mes paroles un double sens qu'il ne comprenait pas. Il allait dire quelque chose de plus, mais je m'étais déjà retourné et éloigné sans lui donner le temps d'ouvrir la bouche. J'ai choisi une table vide dans un coin reculé. J'ai commandé un petit plat mijoté et j'ai mangé tranquillement seul. Les rires et les conversations de la table voisine continuaient d'arriver à mes oreilles. Un enfant demandant plus de viande, un homme consolant d'une voix douce, une femme rappelant à son fils de boire de l'eau pour ne pas s'étouffer. Ces sons étaient autrefois ce que j'aspirais à avoir dans ma propre maison. Aujourd'hui, il n'était rien de plus que le bruit de fond d'une brasserie animée. J'ai incliné la tête et pris un morceau de viande. Le piquant de la sauce m'est monté au nez. Mes yeux piquaient un peu, mais cela n'avait rien à voir avec les épices. Quand j'ai terminé, j'ai payé et pris un taxi pour rentrer directement à la maison. En chemin, le téléphone a vibré. C'était le numéro de Stéphane. J'ai répondu. De l'autre côté, sa voix a retenti, autoritaire comme un ordre. Manon, où es-tu? Nous avons fini de dîner. Attends-nous sur le parking. Nous rentrerons ensemble. J'ai regardé l'écran du taxi qui affichait l'itinéraire. Un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Je ne comprenais pas à quel point ils me croyaient stupide pour pouvoir agir comme si de rien n'était et les attendre pour rentrer ensemble. Après tout ce qui venait de se passer. Je suis déjà à la maison. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis sa voix s'est immédiatement élevée. Manon, à quoi tu joues? Nous sommes sortis ensemble et tu rentres seul sans rien dire. Je me suis adossé au siège. Mon ton était aussi calme que si je parlais de la météo. Vous n'alliez pas au cinéma? Cette question douce l'a laissé sans voix. Avant de quitter le restaurant, j'avais vu Valérie publier un statut sur ses réseaux sociaux. Léo a toujours voulu aller au cinéma avec ses parents. Enfin, son rêve devient réalité. En dessous, une photo de trois debout devant le cinéma. Les néons brillaient derrière eux. L'angle de la photo était habilé à première vue, il ressemblait à une heureuse famille de trois. Les commentaires en dessous étaient remplis de félicitations. Vous êtes enfin ensemble. Félicitations à la petite famille. Valérie n'a répondu qu'avec un visage souriant et timide, sans nier ni confirmer, mais suffisant pour que les gens laissent libre cours à leur imagination. Le téléphone à mon oreille est resté silencieux quelques secondes, puis la voix de Stéphane est devenue forcée. Nous aurions pu y aller ensemble aussi. Ce n'est pas comme si je n'étais jamais allé au cinéma avec toi. Je me suis souvenu de ces fois où je n'avais jamais manqué à l'appel et soudain, cela m'a semblé ridicule. La plupart étaient des séances de fin de soirée. Il passait en chemin, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, gérant ses emails. J'étais assise à côté de lui, mangeant du popcorn, essayant de faire semblant d'être heureuse moi aussi. Ce n'est pas la peine, ai-je souri amèrement, sans hésiter. Amusez-vous bien. Sur ce, j'ai raccroché sans lui donner l'occasion de dire quoi que ce soit d'autre. Le taxi s'est arrêté devant le complexe d'appartements. En rentrant dans l'appartement, l'air sentait encore le gâteau et les épices de la brasserie. Je me suis changé, j'ai pris une douche rapide et en sortant, le téléphone m'a notifié un nouveau courriel. C'était une notification de l'entreprise. Votre demande de mutation à la succursale en France a été approuvée. Veuillez procéder à l'organisation du transfert de vos responsabilités dans les 2 prochaines semaines. J'ai regardé ces mots pendant un long moment. La lumière jaune de la chambre se reflétait sur l'écran du mobile, projetant dans mes yeux une lueur inhabituelle. Finalement, il y avait un endroit qui m'offrait vraiment une issue. Un chemin différent du cercle vicieux de Stéphane et de sa famille de trois.
C'était probablement la première bonne nouvelle que je recevais depuis plusieurs jours sombres. Quand Stéphane est revenu, j'étais assise au bureau, l'ordinateur portable ouvert, organisant chaque point du transfert de travail, notant clairement chaque tâche, comme si je me préparais à abandonner un projet et, en réalité, à abandonner mon mariage. Il était encore en colère à cause de mon attitude au téléphone ce soir-là. En entrant dans la maison, il avait le front plissé. Il n'a même pas dit bonjour, a jeté ses clés sur le meuble à chaussures et est allé directement à la salle de bain avec ses vêtements. Le bruit de l'eau qui coule derrière la porte était assourdissant, tandis que je tapais les dernières lignes du plan de transfert, puis j'ai finalement éteint l'ordinateur et me suis glissé dans le lit. Quand il est sorti, ses cheveux dégoulinaient encore. L'odeur de gel douche se mêlait à la chaleur d'un homme fraîchement baigné. La lumière jaune de la chambre se projetait sur les muscles fermes de ses bras. Cette scène avait l'habitude de me faire rougir et de ne pas savoir où regarder, mais ce soir-là, je me suis simplement couverte avec la couverture jusqu'à la poitrine, j'ai fermé les yeux et me suis préparé à dormir comme si je ne le voyais pas. Je savais qu'il se tenait près du lit, même les yeux fermés, je pouvais sentir son regard brûlant fixé sur moi, scrutateur et agacé, comme s'il attendait que je m'excuse la première. Alors que son regard fixe commençait à me déranger, le téléphone sur la table de chevet a soudainement sonné, la musique brisant l'ambiance lourde. J'ai regardé l'écran, c'était Nicolas, mon chef de département. À peine ai-je répondu que sa voix a retenti, traversant la nuit silencieuse de la chambre, chaque mot parvenant clairement aux oreilles de l'homme qui se tenait à côté de moi. Manon, c'est ton anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? L'entreprise a une petite attention pour toi. Je t'ai apporté un cadeau. Je l'ai laissé à la réception. N'oublie pas de le récupérer demain. J'ai jeté un coup d'œil de côté et l'expression de Stéphane s'est assombrie à chaque mot, parce que quelqu'un à l'autre bout de la ville se souvenait de mon anniversaire, tandis que l'homme qui dormait dans le même lit que moi l'avait complètement oublié. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je me suis levé du lit pour sortir. Après avoir récupéré le cadeau, je suis resté un moment sous la lumière du couloir. J'ai pris une profonde inspiration et je suis revenu. En ouvrant la porte, j'ai vu Stéphane fouiller dans le réfrigérateur, le bruit de la porte s'ouvrant et se fermant avec impatience. En entendant le bruit, il s'est retourné, a regardé le sac que je tenais à la main. Un éclair de culpabilité a traversé ses yeux, mais il l'a rapidement dissimulé, feignant le calme. Je lui ai juste jeté un regard indifférent. J'ai posé le sac sur la table et je suis retourné dans la chambre. Peu après, il est entré. Sa voix sonnait forcée. Il ne reste plus de pâtes à la maison. Laisse-moi te préparer quelque chose. J'ai bâillé et l'ai interrompu naturellement. Ce n'est pas la peine. J'ai très bien dîné ce soir. Le visage de Stéphane s'est soudainement tendu. La courbe de ses lèvres s'est durcie et une rare expression de confusion a brillé dans ses yeux. J'ai oublié que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Je suis désolé. Sa voix s'est adoucie, perdant son air de supériorité habituel. J'ai tiré la couverture calmement, je me suis allongé et j'ai regardé le plafond. Peu importe, ce n'est qu'un anniversaire. Que tu t'en souviennes ou non ne change rien. Sur ce, j'ai éteint la lumière. La pièce a été plongée dans l'obscurité. Cette nuit-là, j'ai très bien dormi, sans rêve, sans sursaut, sans passer la nuit éveillé à cause des paroles de qui que ce soit. Les jours suivants, Stéphane est rentré ponctuellement dans la chambre chaque soir. Au moins, il ne restait plus dormir effrontément de l'autre côté. Mais j'étais submergé de travail, transférant mes responsabilités, organisant des documents, envoyant des courriels à la succursale en France, confirmant mon vol, changeant mon adresse de contact. Quand je rentrerai enfin, ma vie ici n'aurait plus rien à voir avec moi. Je pensais que ce calme étrange durerait jusqu'au jour de mon départ. Jusqu'à un après-midi, alors que je rangeais le bureau pour le remettre dans son état d'origine, en nettoyant l'étagère, j'ai trouvé un dossier bleu parmi un tas de documents peu utilisés. Curieuse, je l'ai sorti. C'était une demande d'adoption rédigée avec une grande émotion, chaque mot exprimant l'amour d'un père non biologique qui souhaitait néanmoins assumer la responsabilité. Le signataire à la fin était Stéphane. La date de la signature remontait à 2 mois, c'est-à-dire quand il m'avait dit qu'il aidait seulement temporairement Valérie et son fils, quand il m'avait demandé de ne pas avoir de jalousie infondée, quand il m'avait assuré que lui et Valérie n'étaient que des amis, il avait déjà officiellement demandé l'adoption. Je suis resté paralysé. Mes doigts tremblaient, mais mon esprit était incroyablement lucide.
J'ai continué à chercher dans les tiroirs. Finalement, dans le tiroir le plus profond, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le cœur encore plus. Un livret de famille. Je l'ai ouvert. Il était écrit clairement « Stéphane, chef de famille ». Sur la ligne du dessous, Léo, fils. Anciennement Léo, nom de famille de Valérie. Les deux mots, fil, furent comme une lame qui s'enfonça lentement au fond de mon cœur. À cet instant, mon cœur ne s'est plus tordu de douleur comme s'il était déchiré, mais c'était comme si quelqu'un l'avait étranglé et relâché avec indifférence, complètement mort. Toutes les rares hésitations que j'avais ressenties pour lui ces derniers jours, les fois où je m'étais secrètement demandé si j'étais trop cruel, s'il ressentait encore quelque chose pour moi, à ce moment-là, tout s'est transformé en une pierre froide et dure qui est tombée lourdement dans l'abîme. J'ai pris le livret de famille avec la demande de divorce qu'il m'avait donnée l'autre jour et je suis sorti dans le salon. Aujourd'hui, on n'entendait pas les rires stridents d'un enfant, seulement le scintillement de la lumière bleue de l'écran de télévision. Stéphane était assis sur le canapé avec Valérie, regardant un film. La lumière du salon était douce et de loin, il ressemblait à un couple se relaxant à la fin de la journée, si intime qu'il n'y avait pas de place pour un tiers. En me voyant sortir, avant qu'il puisse ouvrir la bouche pour demander, le livret de famille a volé directement vers sa poitrine. Avec un bruit sourd, il a sursauté et a baissé les yeux, voyant clairement les trois mots rouges, livret de famille. En tournant quelques pages, son visage s'est instantanément décomposé, déformé par la panique. Manon, chérie, laisse-moi t'expliquer, a-t-il balbutié. Sa voix n'était plus aussi calme que d'habitude. C'est parce que Léo est petit. Je ne peux pas être aussi cruel. L'excuse était la même que toujours, seulement cette fois, enfin, je ne ressentais plus de douleur. Cela me semblait juste ridicule. J'ai éclaté de rire, un son sec qui a résonné dans la pièce auparavant tranquille. Adopter son fils dans mon dos. Et même changer son nom de famille en secret. J'ai levé le menton et l'ai fixé. Stéphane, tu es vraiment doué pour ça. Son visage est devenu pâle, il a bougé les lèvres, mais pendant un bon moment, il n'a pas pu articuler un mot. Valérie, assise à côté de lui, a pâli, serrant inconsciemment les doigts. Je ne l'ai pas regardé, je lui ai seulement montré la demande de divorce. Ma voix était froide. Divorçons. J'ai déjà signé. Tu n'as plus à feindre un divorce pour d'autres. Je vous accorde votre souhait. Mes mots ont fait que les yeux de Stéphane se sont écarquillés, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Tu veux divorcer de moi ? Sa voix tremblait. J'ai levé la demande de divorce dans ma main, l'agitant devant lui, pour qu'il voie clairement ma signature en dessous. Pendant une seconde, la panique sur son visage s'est transformée en colère. Il m'a arraché le papier, l'a déchiré en morceaux qui sont tombés éparpillés sur le sol. Je ne divorcerai pas. A-t-il rugi. Nous aurons nos propres enfants. Chérie, nous ne divorcerons pas. Ce « chérie » sonnait maintenant répugnant à mes oreilles. À côté de lui, Valérie s'est soudainement agenouillée devant moi. Un mouvement si brusque que ses genoux ont heurté durement le sol, produisant un son sourd et sec. Manon, je suis désolé, tout est de ma faute. Sa voix tremblait, les larmes coulaient à flots. Stéphane l'a fait seulement parce qu'il aime Léo. Si tu es en colère, sois en colère contre moi, pas contre lui. Dans le passé, il suffisait qu'elle verse une larme pour que je me sente comme la méchante, pour que je commence à douter de moi-même, à me sentir égoïste, mesquine, incompréhensive. Mais aujourd'hui, je ne sentais plus que je devais porter la culpabilité de quelqu'un d'autre. Je me suis accroupi, je l'ai saisi par le bras et je l'ai relevé juste assez fort pour lui donner une gifle sonore sur le visage. Le son claquant a laissé une marque rouge et brillante sur sa peau pâle. Elle a porté la main à sa joue, me regardant avec des yeux exorbités, remplis d'une incrédulité rancunière, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'un jour j'ose lever la main sur elle. Tu pensais que ce serait toujours comme avant, que je n'oserais pas te toucher ? Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix si calme qu'elle en était glaciale. Peut-être que mon regard était si froid, si clair, que pour une fois, Valérie, qui feignait toujours la faiblesse, a ravalé ses mots sans oser répliquer. Stéphane, par instinct, l'a attirée derrière lui, la protégeant. Son visage était sombre, ses yeux remplis de colère et d'anxiété. Quoi qu'il y ait entre nous. Il a serré les dents. Ne mêle pas les autres à ça.
C'était ma décision. Ne la blâme pas, a dit Stéphane en me regardant avec un ton de droiture morale. C'est juste que je ne supporte pas que Léo doive souffrir sans un père. Il est si petit, j'ai peur qu'il se sente en insécurité. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire léger mais tranchant comme un couteau. Stéphane, as-tu déjà pensé à moi? Il s'est arrêté. Un éclair fugace de remords a traversé ses yeux, mais une seconde plus tard, son expression est revenue à la normale, comme si ce n'était rien d'important. Nous n'avons pas encore d'enfant. Quand Léo grandira, nous pourrons changer le livret de famille. Après tout, ce n'est qu'un enfant, mais il est là, vivant. Je ne peux pas être si égoïste. Pourquoi ne comprends-tu pas? À quel point son monde était-il tordu? Je n'étais plus intéressé à le découvrir. Quelle chance, ai-je pensé intérieurement. Quelle chance de ne pas avoir eu d'enfant avec un homme comme ça. Comment pourrait-on appeler bonheur de naître dans une telle famille? Mieux vaut ne pas en avoir du tout que de laisser un enfant grandir au milieu du favoritisme, des mensonges et d'une indifférence maquillée pour le bien de l'enfant. En pensant à cela, la flamme de la colère dans mon cœur s'est soudainement calmée, ne laissant que la fatigue et la froideur. J'ai regardé les morceaux de la demande de divorce qu'il avait déchirés et éparpillés sur le sol, puis j'ai levé les yeux vers l'homme que j'avais autrefois aimé de tout mon cœur. À ce moment, je ne ressentais qu'un mot, déception. La demande de divorce, je la réimprimerai, ai-je dit lentement, chaque mot clair. Quand elle sera prête, je te l'enverrai. Stéphane s'est empressé de m'attraper le poignet, sa voix teintée de panique. Quand Valérie et son fils déménageront, nous aurons un enfant. D'accord? Chérie, ne te fâche pas. Ne dis pas des choses aussi définitives. Attends que cette étape soit passée. Avant que je puisse répondre, j'ai senti une forte poussée dans le dos. J'ai perdu l'équilibre, trébuché et suis tombé en avant. Mes genoux ont heurté le sol carrelé froid, une douleur engourdissante. Immédiatement après, un cri aigu et enfantin a déchiré l'air. Méchante sorcière, tu veux encore me voler mon papa. Tu es méchante, dégage de ma maison. C'était la voix de Léo. Avant que je puisse me retourner, un verre en cristal a volé dans les airs, lancé directement vers moi. Crac. Tout s'est passé trop vite. Je n'ai pas eu le temps de l'esquiver. J'ai senti un coup douloureux sur le côté du front. Le verre s'est brisé. Les éclats ont volé. En un instant, un liquide chaud a commencé à couler lentement sur mon front, passant par le coin de mon œil et tombant sur le sol. C'était mon sang. Valérie a couru, horrifiée, serrant son fils fort contre elle, comme si j'étais la personne dangereuse dans la pièce. Manon, je suis désolé. Léo l'a fait seulement parce qu'il était très contrarié. A dit sa voix, tremblante et douce. Ce n'est qu'un enfant, tu ne peux pas lui en vouloir. L'argent pour les médicaments, je te le paierai. Avant que je puisse parler, Stéphane s'est interposé à la hâte. Manon, n'en fais pas un scandale. Léo est petit. Nous ne pouvons pas laisser cela affecter sa psychologie. Peux-tu arrêter de lui faire peur? 3 personnes, 3 voix. Mais l'intention était étrangement la même. Toutes pointant vers l'extérieur, toutes me tournant le dos. J'ai regardé les 3 personnes devant moi. Un enfant qui venait de me lancer un verre à la tête, une femme qui serrait son fils en s'excusant profusément, mais toujours de son côté. Un homme qui ne regardait même pas le sang sur le front de sa femme, seulement soucieux de protéger la psychologie de l'enfant qui venait de brandir une arme. J'ai laissé échapper un petit rire, un rire fragile et sec qui a résonné dans la pièce imprégnée de l'odeur de sang frais et d'une atmosphère suffocante. Je me suis appuyé sur le sol et me suis relevé en chancelant. Le regard qui autrefois s'illuminait d'amour chaque fois que je voyais Stéphane n'était plus qu'une tache sombre, froide et fatiguée. En voyant le filet de sang qui coulait de mon front jusqu'à mon menton, il a semblé se réveiller et a couru vers moi. Chérie, tu es blessée. Laisse-moi te soigner. Allons dans la chambre. Je vais appeler un médecin. Je l'ai repoussé de toutes mes forces. Ma voix était si froide que même moi, j'en ai été surprise. Stéphane, ce mariage, je vais y mettre fin, quoi qu'il arrive. Je l'ai regardé droit dans les yeux, chaque mot comme un clou. Cette maison disparaissait de ma vie une bonne fois pour toutes. Sur ce, sans attendre sa réaction,
je me suis couverte la blessure au front, je me suis retournée et me suis dirigée vers la porte. Mais avant de pouvoir sortir, j'ai senti une douleur aiguë dans le bras, une sensation glaciale me parcourant le dos. J'ai baissé les yeux et j'ai vu une coupure profonde sur mon bras. Le sang a immédiatement jailli, formant une traînée rouge sombre sur ma peau blanche. Derrière moi, Léo se tenait avec un petit couteau du panier à fruits à la main, son visage enfantin contorsionné par la colère, ses yeux rougis brillant d'une férocité terrifiante. « Méchante sorcière !» a-t-il crié, sa voix stridente. « Tu veux nous chasser? Meurs !» Sur ce, il a de nouveau levé le couteau et s'est précipité sur moi. L'instinct de survie m'a fait tourner immédiatement et le pousser violemment au sol. Le couteau a été projeté, produisant un son métallique. « Manon, tu es folle ?» Stéphane s'est précipité, a serré son fils dans ses bras, et s'est retourné pour me crier dessus. « Comment oses-tu frapper un enfant? Léo est petit, il ne sait pas ce qu'il fait. » C'était nécessaire d'exagérer à ce point. Le sang de mon bras continuait de couler, trempant mes doigts, goûtant sur le sol. Mais à ses yeux, cette blessure ne valait rien comparée à la chute de l'enfant. J'ai regardé la mère et le fils, bien protégés derrière lui, puis mon propre sang, et soudain, j'ai senti qu'il n'y avait plus rien à dire. J'ai crié chaque mot comme si je m'arrachais la gorge. « Dégagez tous de ma maison !» Cette fois, je n'ai nommé personne, ni Stéphane, ni Valérie, ni Léo, juste un dernier cri pour eux trois. Peut-être parce qu'ils craignaient que Léo ne se soit fait mal en tombant, Stéphane et Valérie n'ont pas continué à discuter avec moi. Ils ont rapidement ramassé quelques affaires, ont pris l'enfant qui sanglotait encore et sont sortis en courant par la porte, directement à l'hôpital. La porte s'est refermée brusquement derrière eux. La maison est immédiatement tombée dans un silence terrifiant, seulement le son de mon cœur qui battait et l'odeur de sang persistant dans l'air. Et moi, debout seul au milieu des décombres, pour la première fois, j'ai vraiment compris que cet endroit n'avait jamais été mon foyer. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise sur le sol. Le sang a séché et s'est collé à ma peau. Finalement, je me suis relevé péniblement, j'ai cherché la trousse de premier secours dans l'armoire, j'ai nettoyé la blessure superficiellement et j'ai pris un taxi pour aller seul à l'hôpital. Le médecin a regardé la coupure sur mon front, puis la blessure de couteau sur mon bras, fronçant tellement les sourcils que tout son front s'est plissé. Vous n'appréciez pas votre propre corps, avec ses blessures, et vous venez maintenant. Et si ça s'infecte? J'ai seulement souri amèrement. Ce n'est rien. Tant que je suis en vie. C'est bon, a-t-il murmuré quelques phrases de plus avant de m'aider à recoudre et à panser les blessures avec soin. En sortant des urgences, l'odeur de désinfectant imprégnait encore mon nez. Juste en arrivant à l'entrée de l'hôpital, j'ai rencontré trois silhouettes familières. Stéphane portait Léo dans ses bras. À côté de lui marchait Valérie, l'air pressé et alarmé. Son regard s'est immédiatement arrêté sur le bandage blanc qui entourait mon front. Il est resté paralysé. L'inquiétude évidente sur son visage, ses lèvres pâles. Il était sur le point d'ouvrir la bouche pour demander quand Valérie s'est avancée. Stéphane, parle clairement avec Manon. Elle a baissé la tête, sa voix entrecoupée, avec un air extrêmement docile. Demain, j'irai à la maison récupérer mes affaires et je partirai. Je peux m'occuper de Léo seul. Je ne devrais pas affecter vos vies. Sur ce, elle a fait mine de se retourner, comme si elle voulait se retirer et nous laisser de l'espace en tant que couple. Léo, qui venait de se réveiller et avait été soigné, la tête encore bandée, en voyant sa mère partir, s'est mis à pleurer à chaudes larmes, s'accrochant au cou de Valérie, sa voix stridente. « Maman, je veux être avec toi. Je veux papa et maman. » Le « papa et maman » a résonné bruyamment devant moi. En l'entendant, Stéphane s'est arrêté. Il a baissé la tête pour regarder l'enfant, puis l'a relevé pour me regarder, son visage plein de remords. « Manon, rentre à la maison d'abord. » a-t-il dit, sa voix fatiguée et conciliante. « Demain, je reviendrai et nous parlerons tranquillement. Je n'accepterai pas le divorce et il n'y a plus besoin de faire semblant. » Sur ce, il s'est tourné pour prendre Léo des bras de Valérie, le consolant doucement tout en s'éloignant. Avant de partir, Valérie s'est retournée pour me regarder. Ses yeux brillaient de larmes, mais au fond, il y avait un éclair de provocation froide comme une aiguille, comme si elle me disait que même si légalement j'étais l'épouse, c'était elle qu'il choisissait. Je suis retourné à l'appartement,
me sentant comme si on m'avait vidé de mon sang. En ouvrant la porte, l'odeur familière de la lessive, du bois neuf, du soleil persistant sur les rideaux, m'a frappé le nez et toutes les émotions refoulées ont soudainement fait surface. Je suis resté au milieu du salon, regardant autour de la maison remplie de souvenirs et j'ai senti une profonde douleur dans mon cœur. J'ai acheté cet appartement la 2e année de notre mariage. À l'époque, nous venions de payer le premier acompte. J'ai passé une nuit entière assise sur le sol vide, les plans à la main, planifiant la décoration. Chaque meuble, du canapé, du lampadaire à côté du fauteuil, du tapis en fausse fourrure beige sous la table basse, jusqu'au cadre photo sur le mur, je les ai choisis moi-même, en soignant chaque détail. À ce moment-là, je pensais que si cela devait être notre maison pour la vie, je devais la décorer à mon goût comme un véritable nid. Le premier jour où nous avons emménagé, Stéphane était si excité qu'il m'a prise dans ses bras, a fait un tour au milieu du salon, m'a embrassé sur le front et a souri si fort que ses yeux se sont plissés. Nous avons enfin notre propre maison. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, nous vivrons ici pour toujours. Ces promesses d'alors me semblent maintenant un dialogue bon marché d'une mauvaise série télévisée. Je suis passé par le bureau et dans un coin poussiéreux, il y avait une grande boîte. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un puzzle de grande taille, une photo de nous le jour de notre premier anniversaire de mariage imprimée comme un poster. À ce moment-là, nous avions prévu qu'une fois terminé, nous l'accrocherions au milieu du salon, à l'endroit le plus visible, pour que chaque jour en rentrant à la maison, nous voyions nos sourires. Mais nous avions à peine assemblé la moitié quand un jour, Léo est venu en visite et en voyant la photo, il a fait une grimace. « Je n'aime pas cette photo, elle est moche. Papa et toi n'êtes pas aussi beaux que maman. » Stéphane a seulement souri, lui a ébouriffé les cheveux et a dit nonchalamment « Bon, alors on ne l'assemble plus. » Depuis ce jour, cette boîte a été mise de côté par lui et il n'y a plus jamais touché. J'ai regardé les pièces à moitié assemblées, en ai uni une au hasard et j'ai vu mon sourire à côté de son visage. Nous étions encore jeunes tous les deux. Nous croyions que l'amour suffisait. Soudain, cela m'a semblé ridicule. J'ai porté la boîte sur le balcon, j'ai rassemblé toutes les pièces sur un plateau en métal et j'y ai mis le feu. La flamme s'est ravivée, léchant progressivement chaque pièce aux couleurs vives. Mon sourire, son regard, l'épaule qui fut autrefois mon soutien. Tout a été carbonisé, tordu et transformé en cendres. La fumée est montée, me piquant les yeux, mais je n'ai pas versé une seule larme. Mon amour pour Stéphane. À partir de ce moment, il s'est également transformé en poussière et en cendres avec ses pièces. Il m'a fallu presque une journée entière pour rassembler mes affaires, vêtements, livres, documents, chaussures, les petites choses que je m'étais achetées et qui avaient été autrefois critiquées comme une dépense inutile. Tout tenait dans 3 valises, pas autant que je le pensais. Le lendemain, alors que je nettoyais le salon, me préparant à rendre l'appartement à son état le plus impeccable, la porte s'est ouverte. Stéphane est entré. Il a vu le salon à moitié vide, les murs sans certains tableaux, l'étagère avec des vides, le meuble à chaussures avec seulement ses chaussures et des chaussons d'enfant. Sa voix est devenue grave. Pourquoi manque-t-il autant de choses à la maison? Je n'ai pas répondu à cette question insensée. J'ai seulement levé la tête et les regardé fixement. Quand vas-tu récupérer tes affaires? En entendant cela, le visage de Stéphane s'est immédiatement assombri. Manon, tu as vu l'état de Léo hier. Il a haussé un sourcil, sa voix avec une pointe de reproche. J'ai agi par nécessité. Tu ne peux pas me comprendre? Je ne peux pas faire de mal à un enfant. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. J'ai hoché la tête immédiatement. Oui, je te comprends. Les coins de ses lèvres se sont détendus. Un léger sourire est apparu comme s'il s'était délesté de la moitié d'un poids. Mais j'ai continué immédiatement. Et parce que je comprends, le divorce est la meilleure option. Le sourire sur son visage s'est figé. Si nous divorçons, ai-je dit en prononçant chaque mot clairement, Valérie pourra obtenir le titre de séjour légalement et Léo ne perdra pas son père. Les enfants ne peuvent pas être sans un père, n'est-ce pas? N'était-ce pas la logique qu'il prônait toujours? Stéphane s'est empressé de réfuter. Sa voix s'est élevée. Je voulais seulement un faux divorce avec toi. Pourquoi te mets-tu dans cet état? Tu exagères, Manon. Je ne lui ai pas donné l'occasion de terminer. Je l'ai interrompu. Je veux un vrai divorce.
Mon regard n'a pas vacillé. Quand tu auras le temps, récupère toutes vos affaires et emmène-les. Je ne veux plus les revoir. Il allait dire quelque chose de plus. Probablement encore une excuse sur l'enfant, sur moi, sur les circonstances, sur la nécessité. Mais je l'ai devancé d'une voix froide. Stéphane, le salon a des caméras. Son regard s'est arrêté. Si tu ne veux pas que les gens voient un enfant de 5 ans poignarder quelqu'un avec un couteau, ai-je continué calmement, signe la demande rapidement. Il ne s'attendait absolument pas à ce que j'utilise Léo contre lui. À ses yeux, j'avais toujours été la plus douce, celle qui avalait toutes les amertumes pour un, c'est un enfant, il ne comprend pas. Stéphane a ouvert la bouche plusieurs fois, mais n'a rien pu dire. Finalement, il n'a pu que s'excuser en disant qu'il avait quelque chose d'urgent au travail. Il s'est retourné et est parti. Le son de la porte se fermant a résonné sèchement. Dans la pièce, il ne restait plus que moi, 3 valises et la notification de mutation sur la table. Le seul papier dans cette maison qui m'offrait une issue. En voyant le dos de Stéphane s'enfuir à la hâte, je n'ai ressenti pas le moindre soupçon de nostalgie. Cela m'agaçait même qu'il continue de s'en mêler, comme une mauvaise ombre qui refusait de disparaître de ma vie. Les jours suivants, il m'a délibérément évité, n'osant pas apparaître devant moi. Seulement de temps en temps, j'entendais la porte s'ouvrir la nuit, il entrait dans une autre pièce pour dormir et partait tôt le matin. Je ne l'ai pas cherché non plus. Ses pas dans le couloir, l'ouverture et la fermeture de la porte de la chambre, le son des messages à minuit, des sons qui m'empêchaient autrefois de dormir, n'étaient plus que du bruit de fond dans un appartement que j'étais sur le point de quitter. J'ai rassemblé mes affaires en silence, mettant des vêtements dans les valises tout en nettoyant la maison, contactant une agence immobilière pour mettre l'appartement en vente. C'était autrefois le foyer dans lequel j'avais mis tout mon cœur. Maintenant, ce n'était plus qu'un actif à liquider avant de rentrer dans mon pays. Je ne m'attendais pas à ce que le lendemain, alors que je parlais au téléphone avec l'agence immobilière pour confirmer une visite, la porte s'ouvre. Stéphane était de retour. En entrant, il a vu les valises alignées sur le sol, grandes et petites, le long du mur. Il est resté paralysé avec une expression d'étonnement, comme s'il réalisait enfin que quelque chose était irréversible. « Manon, qu'est-ce que ça veut dire » a-t-il serré les dents. « Pourquoi as-tu si bien emballé mes affaires » J'ai levé la tête, les regardé calmement, mon ton aussi désinvolte que si je parlais de travail. « Nous allons divorcer. » « Que font tes affaires dans ma maison » J'ai souri, mais le sourire n'a pas atteint mes yeux. « Et ne t'inquiète pas, tout ce qui était à moi, je l'ai déjà jeté de cet endroit. » Ce n'était pas que je l'avais vraiment jeté, mais je ne considérais plus cet endroit comme ma maison. Le visage de Stéphane a changé plusieurs fois et finalement, il a serré la mâchoire. Sa voix est devenue grave. « Je ne divorcerai pas. » Il s'est approché d'un pas, m'appelant comme toujours. « Chérie, pour l'enfant, c'était de ma faute, mais je voulais vraiment seulement aider. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas ? Tu m'as toujours comprise, non ? » Tu m'as toujours comprise, il l'avait utilisé d'innombrables fois pour m'imposer l'étiquette de compréhensive et généreuse que je n'avais jamais choisie. À la fin de la phrase, sa voix s'est éteinte, comme s'il n'était plus sûr, sonnant presque comme un murmure pour lui-même. Je l'ai regardé et j'ai soudain ressenti une couche de tragicomédie amère. Cet homme était si habitué à ce que je nettoie ses dégâts qu'il croyait que c'était mon instinct. Si tu veux que je te comprenne, ai-je dit lentement, alors je te comprends. Je l'ai regardé. Mon sourire était pâle, mais tranchant comme un rasoir. Je comprends que ton cœur veuille aider les autres. Léo t'aime tellement. Ne serait-il pas plus approprié que tu sois son père ? Le visage de Stéphane a immédiatement changé. Il a secoué la tête à plusieurs reprises, me serrant la main avec force, comme s'il craignait que je disparaisse à l'instant. Je ne suis pas le père de Léo. En entendant cela, j'ai éclaté de rire. Tu n'es pas son père ? J'ai incliné la tête en le regardant comme si j'évaluais une blague. Alors pourquoi le laisses-tu t'appeler papa encore et encore sans jamais le nier ? Tu dis que tu n'aimes pas Valérie, mais pour elle, tu m'as fait du mal encore et encore. Je l'ai regardé droit dans les yeux. En disant ces mots, ne te sens-tu pas coupable ? Stéphane a ouvert la bouche, sur le point de s'expliquer, quand la sonnette a retenti. J'ai pensé que c'était l'agence immobilière et je suis allé ouvrir en préparant un sourire poli. En ouvrant la porte,
je me suis retrouvé face à deux silhouettes familières, Valérie et Léo. En me voyant, Léo m'a foudroyé du regard, puis m'a ignoré comme si je n'existais pas et a couru directement vers Stéphane. « Papa, tu m'as manqué. » Il s'est accroché à sa jambe en sanglotant. Valérie à la porte a souri de manière forcée et a baissé la tête poliment. « Excusez-moi, je suis désolé de vous déranger », a-t-elle expliqué doucement. Léo a une poupée dont il a besoin pour dormir, alors je suis venu la chercher et en passant, récupérer quelques valises que j'ai laissées ici. Tout en parlant, ses yeux restaient fixés sur moi, un léger sourire et un calme étrange, comme si elle était sûre de quelque chose, que je ne la laisserais pas vraiment partir, parce qu'avant, peu importe combien nous nous disputions, à la fin, celle qui cédait, c'était toujours moi. Peu importe à quel point j'avais mal, il suffisait que Stéphane dise un mot sur les circonstances, les enfants, la nécessité, et je trouverais à nouveau une raison de pardonner, de devenir invisible, de faire un pas en arrière pour leur laisser de l'espace. Mais cette fois, j'ai souri, un sourire radieux, mon ton aussi léger que si je parlais du déménagement d'une amie. Les affaires sont là, ai-je indiqué du doigt la pile de bagages que j'avais rangée dans un coin. Emportez-les quand vous voulez. Le sourire sur le visage de Valérie s'est figé un instant. Elle ne s'attendait clairement pas à une réponse aussi décidée. Elle était sur le point de dire quelque chose quand j'ai continué. Ma voix était monotone, mais chaque mot a rendu l'air lourd. Et au passage, je l'ai regardé droit dans les yeux, emporter aussi les bagages de Stéphane. En vivant tous les trois ensemble, il sera plus facile de prendre soin les uns des autres. À la fin de mes mots, la pièce est tombée dans le silence. Léo était toujours accroché à la jambe de son père, ne comprenant pas ce qui se passait. Valérie a serré les lèvres, une pointe de panique dans son regard, et Stéphane était au milieu. D'un côté, ses bagages déjà emballés par quelqu'un d'autre. De l'autre, la famille de trois qu'il n'avait jamais osé nommer, mais qu'il avait toujours protégée en secret. Pour la première fois, il s'est rendu compte que la personne qu'il croyait être toujours là lui avait vraiment tourné le dos. Le visage de Valérie a rapidement changé, de la surprise à une obscurité insondable. Elle a regardé les bagages, puis moi, comme si elle ne pouvait pas assimiler que je voulais vraiment qu'ils partent. Léo, ne comprenant rien, a joyeusement tiré la main de Stéphane avec une voix câline. « Papa, rentrons à la maison. Je veux jouer aux jeux vidéo avec toi. » Mais Valérie l'a immédiatement arrêté, serrant son fils dans ses bras. « Léo, papa Stéphane doit rester ici pour parler avec tante Manon. Rentrons à la maison, toi et moi, d'abord. » En entendant cela, l'enfant s'est mis à pleurer à chaudes larmes, s'accrochant à la manche de Stéphane sans la lâcher. « Je ne veux pas, je veux rester avec papa. » Mais Valérie a insisté pour le prendre dans ses bras, l'a consolé avec quelques mots et a emporté les bagages sans regarder en arrière. Je n'ai pas été surprise du tout, car je savais très bien qu'elle n'avait jamais vraiment aimé Stéphane. Ce dont elle avait besoin, c'était d'un soutien utile, d'un toit gratuit, d'un homme prêt à lui payer le loyer, l'école, l'assurance, pas un mariage avec des responsabilités. Après leur départ, le salon semblait étrangement vide. Il a fallu plusieurs minutes avant que Stéphane ne réagisse complètement à ce qui venait de se passer. Il s'est approché de quelques pas, m'a attrapé la main avec force, sa voix presque suppliante. « Chérie, je les ai chassés. À partir de maintenant, vivons bien, d'accord ?» Ses yeux étaient remplis d'attente. Comme si, avec un simple hochement de tête de ma part, les jours chaotiques passés s'évanouiraient et tout reviendrait à la normale. J'ai souri légèrement, sans sarcasme ni tendresse, juste un sourire tranquille, comme si je voyais enfin clairement une pièce de théâtre que j'avais autrefois cru réelle. Je me suis retourné, je me suis accroupi et j'ai traîné moi-même la grande valise de Stéphane, la plaçant juste à la porte. Debout sur le seuil, j'ai levé la tête et les regardé en silence. Dans mes yeux, il n'y avait aucune trace de doute. Stéphane m'a regardé fixement, comme s'il cherchait dans mon expression une fissure de faiblesse comme avant, mais il n'en a pas trouvé. Finalement, il a baissé la tête comme quelqu'un qui vient de perdre une partie d'échecs qu'il croyait gagner et a récupéré ses bagages en silence, sortant pas à pas. La porte s'est refermée derrière lui en vibrant légèrement. Peu après, mon téléphone a vibré. C'était un message de lui. « Je n'accepterai pas le divorce. Quand tu seras calmé, nous parlerons. » J'ai regardé le message quelques secondes, puis j'ai verrouillé l'écran sans répondre. Le lendemain, j'ai rencontré l'agence immobilière pour signer le contrat,
les autorisant à gérer toutes les formalités de la vente de l'appartement. Au moment où mon stylo s'est posé sur le papier, j'ai coupé à la racine la partie de ma vie que j'avais gaspillée pour cet homme. Ce soir-là, j'ai pris mes bagages et je suis allé à l'aéroport, prenant un vol de nuit pour rentrer en France. Dans l'avion, je me suis adossé à mon siège pour la première fois depuis longtemps. J'ai dormi profondément, sans rêver de disputes, de pleurs ou de supplications pour que quelqu'un reste. Quand je me suis arrêté devant la porte de la maison de campagne en Provence de mes parents, traînant 2 valises, et que j'ai sonné, j'ai soudain senti mon cœur battre étrangement vite. La porte s'est ouverte. Ma mère, Monique, est restée paralysée quelques secondes avant de réagir. « Ma chérie. » Sa voix a tremblé, ses yeux sont devenus rouges instantanément. « Pourquoi es-tu revenu si soudainement ? Sans nous prévenir ni rien. » Mon père, Pierre, un homme de peu de mots, se tenait derrière, me regardant de haut en bas. Dans son regard, la sévérité habituelle était voilée par une lueur humide. Ma mère m'a rapidement fait entrer, murmurant « Entre, entre, laisse les valises là, je les prendrai plus tard. » « Es-tu fatigué ? As-tu mangé quelque chose ? » Moins d'une demi-heure plus tard, dans la cuisine, on entendait déjà le bruit des poêles et des casseroles, et le délicieux arôme du bœuf bourguignon remplissait l'air. Bientôt, sur la table, il y avait un plat de bœuf bourguignon, exactement comme je l'aimais depuis l'enfance. Ma mère m'a mis un bol de riz chaud devant moi et m'a encouragé. « Mange, ma chérie, pendant que c'est chaud. » J'ai pris le bol et j'ai mangé. En quelques bouchées, j'avais tout dévoré, sans laisser une seule goutte de sauce. Peut-être parce que cela faisait longtemps que je n'avais pas goûté la saveur de la maison, j'ai eu la gorge nouée, mais cette fois, ce n'était pas par amertume. Quand elle a vu que j'avais fini de manger, ma mère a finalement demandé. Sa voix était calme, mais avec une touche d'inquiétude. « Cette fois, tu as apporté beaucoup de choses, tu ne penses pas repartir ? » J'ai posé le bol, je me suis essuyé la bouche avec une serviette et j'ai répondu naturellement. Je ne m'habituais pas à la nourriture de là-bas, alors j'ai demandé ma mutation définitive. Ma mère est restée stupéfaite. Ses yeux ont brillé comme si elle essayait de confirmer à nouveau. « Tu veux dire que tu ne partiras plus ? » Je l'ai serré par les épaules et j'ai hoché la tête fermement. « Oui, à partir de maintenant, je resterai toujours à la maison avec vous. » Ma mère m'a regardé de côté et m'a grondé doucement. « Tes parents n'ont pas besoin que tu restes à la maison tout le temps. Comme tu parles bien. » Bien qu'elle me grondait, le sourire sur son visage était de plus en plus radieux, à tel point que les rides au coin de ses yeux se marquaient de joie. Mon père a été plus pratique et a demandé directement « Et Stéphane, il reste seul là-bas ?» En réalité, après notre mariage, Stéphane est parti à l'étranger presque immédiatement. Par conséquent, il rendait rarement visite à ma famille et il n'y avait presque aucune relation entre les deux parties. Pour mes parents, il n'était qu'un nom sur un certificat de mariage, rien de plus. Je n'ai pas tourné autour du pot et j'ai dit la vérité. Nous avons divorcé. La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes. Ma mère m'a serré la main sous la table en silence pendant un long moment et a finalement seulement soupiré doucement. Tant que tu es heureuse, c'est la seule chose qui compte. Le reste n'a pas d'importance. Cette nuit-là, je me suis couché dans le lit familier de mon ancienne chambre. Le linge de lit était du même bleu clair d'antan et dans le coin du bureau, il y avait encore la rayure de l'époque où j'étudiais pour le bac. J'ai dormi d'un trait jusqu'au matin, sans sursaut, sans rêver de pleurs ni de supplications pour que quelqu'un reste. Et j'ai même fait un beau rêve. Dans le rêve, j'étais debout sur un long pont. Devant, il y avait de la lumière et derrière, plus personne ne m'appelait pour que je me retourne. J'ai pris une semaine de congé et j'ai emmené mes parents en voyage sur la Côte d'Azur et dans les Alpes. Mon père n'arrêtait pas de prendre des photos, même s'il ne savait pas régler l'appareil, et ma mère ne cessait de rire si fort que ses yeux se plissaient, sans la trace d'inquiétude qu'elle avait chaque fois qu'elle m'appelait en vidéo auparavant. Pendant ce temps, en contraste total avec ma vie tranquille à la maison, de l'autre côté de l'océan, en apprenant que j'avais vendu l'appartement, Stéphane a paniqué. Ce jour-là, il est allé frapper à la porte comme d'habitude. Il a frappé longtemps, mais personne n'a répondu. Juste à ce moment-là, l'agent immobilier est arrivé avec des clients pour voir la maison. La phrase « Le vendeur de cet appartement a déjà signé le contrat. Aujourd'hui, c'est la dernière visite avant de faire les démarches » est parvenue nonchalamment à ses oreilles. C'est alors qu'il a réalisé, stupéfait,
que j'avais vraiment vendu la maison dont il avait dit un jour qu'elle serait notre foyer pour la vie. À partir de ce jour, il m'a appelé sans cesse, mais de l'autre côté de la ligne, on n'entendait que la voix mécanique familière. Nous sommes désolés. Le numéro que vous appelez n'est pas disponible. Il n'a pas abandonné. Après avoir appelé sans succès, il est allé directement à l'entreprise pour me chercher. Mais Nicolas, le chef de département, a seulement haussé les épaules. Sa voix était aussi calme que s'il annonçait quelque chose de tout à fait normal. Elle a demandé sa mutation à la succursale en France. Les mains qui serraient sa mallette tremblaient légèrement. Depuis quand l'a-t-elle demandé? Nicolas a réfléchi un moment et a répondu franchement. Le jour de son anniversaire. En sortant de l'entreprise, il ressemblait à une âme en peine. Le jour de son anniversaire est devenu un film qui se répétait dans sa tête. Il lui avait jeté les papiers du divorce sur la table. Il avait oublié que c'était mon anniversaire. Il avait oublié le gâteau que j'avais commandé moi-même. Il avait oublié de m'envoyer un message de vœux. Il ne comprenait toujours pas. Juste pour avoir oublié un anniversaire, juste pour avoir mentionné nonchalamment le divorce, pourquoi avait-elle soudainement demandé à rentrer dans son pays? Il devait y avoir un malentendu qu'il ne connaissait pas. Alors, le jour même, il a réservé un billet d'avion et s'est envolé directement pour la France. Mais en sortant de l'aéroport avec ses bagages, il s'est rendu compte qu'il ne se souvenait pas où vivaient mes parents. Le jour du mariage, il avait fait une visite hâtive à la maison de la mariée et était parti. Depuis lors, le temps qu'il passait avec moi était rare, sans parler de mes parents. Sans autre option, il est allé à la succursale de mon entreprise dans le pays. Le résultat fut un sourire poli de la réceptionniste. Mademoiselle Manon est actuellement en vacances. Il a pensé à appeler mes amis, mais en consultant sa liste de contacts, à part des collègues, des partenaires et des clients, il n'y avait personne qui appartenait à mon monde privé. Il n'avait même pas le numéro de mes parents. À ce moment-là, Stéphane a réalisé, horrifié, qu'il ne savait rien de moi. Il ne savait pas comment s'appelaient mes meilleurs amis. Il ne savait pas avec qui je me confiais habituellement, il ne savait pas dans quel lycée j'étais allé, ni ne se souvenait du chemin pour aller chez ses beaux-parents. La personne qu'il avait appelée, chérie, pendant tant d'années, pour lui, s'avérait n'être qu'une ombre à ses côtés, qu'il regardait si cela l'arrangeait et écartait si cela le dérangeait. Impuissant, il n'a pu que louer un hôtel près du siège de l'entreprise, assis dans la chambre froide, composant mon numéro sans cesse. Je ne sais pas combien de fois il a appelé, mais j'ai finalement répondu. Y a-t-il un problème? Ma voix était très sereine, si calme que c'en était effrayant. L'habitude de plusieurs années lui a fait ouvrir la bouche avec un ton accusateur. Tu as vendu la maison? Et moi alors? J'ai éclaté de rire. Ne l'ai-je pas acheté moi-même? Juste pour sa phrase, je veux avoir notre propre maison pour notre famille, j'avais travaillé jour et nuit, gérant des projets contre la montre, concluant des contrats, économisant chaque centime des primes pour pouvoir acheter cet appartement. À ce moment-là, j'avais même pensé à mettre son nom à côté du mien. C'est lui-même qui avait refusé par fierté masculine, disant que si la maison était payée par moi, mettre son nom donnerait l'impression qu'il profitait de moi. Maintenant que la maison était vendue, il demandait, et moi alors? J'ai continué froidement, sans lui donner le temps d'interrompre. Stéphane, cette maison est à moi. Quant au divorce, je l'ai déjà confié à mon avocat. Si tu as quelque chose à dire, contacte-le directement. Sur ce, j'ai raccroché sans plus attendre, sans me soucier de ce qu'il voulait dire. La suite, je l'ai apprise par la police elle-même. Le lendemain, 2 agents de la police locale ont amené un homme chez moi. Quand j'ai vu Stéphane assis dans le salon de mes parents, je ne comprenais vraiment pas ce qu'il avait fait pour être escorté jusqu'ici. Mes parents, en voyant la situation, se sont rapidement levés. Nous allons faire un tour. Parlez entre vous. Dès que la porte s'est fermée, il ne restait plus dans la pièce que le tic-tac de l'horloge et la respiration tendue de l'homme en face de moi. Je me suis assise sur la chaise d'en face. Je l'ai regardé. Ma voix était monotone. Qu'est-ce que tu es venu faire? Ses yeux étaient rougis, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Manon, tu es très cruelle. Sa voix s'est brisée. Vendre la maison et partir sans un mot, sans laisser un seul message. J'ai éclaté de rire. N'était-ce pas le divorce que tu as toujours voulu?
J'ai incliné la tête en le regardant. Je t'ai seulement aidé à le réaliser. Je n'ai jamais voulu divorcer. A-t-il nié à la hâte, presque par instinct. La personne que j'aime, ça a toujours été toi. J'ai esquissé un sourire. M'aimer? Je l'ai fixé. M'aimer et me faire du mal encore et encore. Si c'est ça, l'amour, alors je n'en veux pas. Stéphane a ouvert la bouche, mais n'a trouvé aucune réfutation. À ce moment-là, peut-être a-t-il enfin compris que mes silences, mes concessions, n'étaient pas parce que je ne ressentais pas de douleur, mais parce que la douleur était si grande que je n'avais plus la force de crier. Après un long moment, il a dit à voix basse, « Je voulais seulement aider Valérie et son fils. Entre elle et moi, il n'y a pas d'amour. C'est juste une obsession de jeunesse, un peu de ressentiment. » Depuis l'apparition de Valérie, c'était la première fois qu'il admettait ses vrais sentiments, mais cela ne m'importait plus. « C'est vrai ?» ai-je répondu froidement, sans ajouter aucune émotion. L'air est devenu silencieux. Finalement, j'ai soupiré. S'il n'y a rien d'autre, va-t'en. Il fait chaud. Et mes parents ne devraient pas rester dehors trop longtemps. Ils ne s'attendaient pas à ce que je le chasse si directement. Il m'a regardé avec des yeux vides, comme s'il ne pouvait pas croire que c'était la femme qu'il avait autrefois suivie à l'étranger, qui avait autrefois tout supporté pour lui. Je me suis levé calmement, je suis allé à la porte, je l'ai ouverte. Va-t'en. Finalement, Stéphane n'a eu d'autre choix que de partir. Baissant la tête et sortant en silence avec le dos d'un vaincu. Je pensais que tout finirait là, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il loue une petite chambre près de la maison de mes parents, comme un visiteur étrange qui s'installe soudainement dans le quartier. Chaque jour, à 18h précises, une boîte à repas isotherme apparaissait à ma porte. Le premier jour, ma mère est sortie pour jeter les ordures et a failli trébucher sur la boîte soigneusement placée à côté de la marche. Elle l'a ramassée, l'a ouverte et à l'intérieur, il y avait du riz, un plat principal, de la soupe et une petite note écrite d'une écriture maladroite. Ne te fâche pas, mangez-le ensemble pour vous remonter le moral. Ma mère l'a ramené à la maison, déconcertée. C'est de qui, ça, ma chérie? J'ai jeté un coup d'œil et j'ai immédiatement reconnu l'écriture. Laisse-la là, ai-je dit calmement. Il viendra la récupérer lui-même. Mais Stéphane ne se souciait absolument pas de ma froideur. Le deuxième jour, une autre boîte à repas neuve. Le troisième jour, une petite boîte à côté avec du pudding. Le quatrième jour, du riz au lait fait maison. Le cinquième jour, des petits biscuits avec une tentative de cœur en crème déformée sur le dessus. Finalement, je n'ai plus pu le supporter. Ce soir-là, je suis sorti tôt, appuyé contre la porte, regardant vers le bout de la rue. À 18h précises, une silhouette familière est apparue. Il portait un sac isotherme, marchant lentement. En me voyant à la porte, il s'est arrêté, puis son visage s'est illuminé comme un enfant qui vient de gagner un prix. Il s'est approché rapidement, m'a offert la nourriture, sa voix douce et prudente. « Chérie, aujourd'hui j'ai cuisiné des côtelettes braisées et du brocoli. Et j'ai aussi fait des profiteroles moi-même. » Il a souri, ses yeux remplis de nervosité et d'attente. « Goûte pour voir si tu aimes. » J'ai regardé le sac un moment, puis je l'ai pris. C'était un très petit geste, mais la joie sur le visage de Stéphane est devenue encore plus évidente. Les coins de ses lèvres se sont courbés, presque sans pouvoir se contenir, comme si, en acceptant simplement la nourriture, il pouvait se tromper lui-même en pensant que tout avait un remède. Mais immédiatement après, je me suis retourné et j'ai emporté le sac de nourriture directement à la poubelle à côté de la porte. Juste avant d'ouvrir le couvercle, je me suis retourné pour le regarder une fois de plus. Mon regard était si froid qu'il ne restait plus aucune trace de chaleur, comme si je regardais un parfait inconnu. Et puis, sans un mot, j'ai ouvert le couvercle de la poubelle et j'ai renversé toute la nourriture, la soupe et les sucreries à l'intérieur. Le son sec a résonné dans la rue silencieuse. Le sourire sur le visage de Stéphane s'est figé. Il m'a regardé avec des yeux exorbités. Le bord de ses yeux est devenu rouge instantanément. Sa voix s'est brisée. « Pourquoi as-tu fait ça ?» J'ai refermé le couvercle de la poubelle. Je me suis tourné vers lui. Ma voix était glaciale. « Tu perturbes ma vie. » Il a serré les dents, ses yeux rougis. « Je veux seulement mieux te traiter. Je ne veux pas divorcer.
Je n'ai pas hésité. Je l'ai interrompu brusquement. Ne perds plus ton temps. Entre nous, il n'y a aucune possibilité. Une phrase définitive qui ne lui laissait aucune illusion. En l'entendant, la gorge de Stéphane a semblé se serrer. Pourquoi ne peux-tu pas me pardonner? A-t-il dit d'une voix étranglée. La personne que j'aime vraiment, c'est toi. J'ai éclaté de rire, un rire aussi léger que le vent dans les arbres. L'amour. Je l'ai regardé, ma voix sarcastique et indifférente. J'ai déjà assez souffert pendant les jours où je t'ai aimé. Sur ce, je me suis retourné sans regarder en arrière. Stéphane est resté immobile pendant un long moment et finalement, comme un vaincu, il a traîné son ombre sur le sol et est parti en silence. Peu après, l'agence immobilière m'a appelé pour m'informer que la vente de l'appartement était terminée. L'acheteur n'a pas marchandé un seul centime. Le contrat est déjà signé, vous n'avez qu'à confirmer le virement, m'a-t-on dit. En signant le contrat électronique, dans la case de l'acheteur, j'ai vu le nom de Stéphane. Il avait utilisé son propre argent pour racheter la maison. Je n'ai pas posé de questions ni ressenti le besoin de le faire. J'ai simplement signé, attendu que l'argent arrive sur mon compte et je l'ai rapidement utilisé pour mes nouveaux projets. La vie a suivi son cours tranquillement, mais étrangement, je me sentais heureuse. Fini les messages ennuyeux à minuit. Fini les scènes où j'écoutais en cachette les rires d'une autre famille dans mon propre appartement. Fini de devoir deviner s'il était gentil avec moi aujourd'hui par amour ou pour compenser pour quelqu'un d'autre. Un mois plus tard, une ancienne collègue de la succursale à Berlin m'a appelé. Sa voix de l'autre côté de la ligne était un mélange d'émotion et de complexité. Et, je te raconte, ils ont incendié ton ancien appartement à Lyon. J'ai été un peu surprise. Elle a ajouté en baissant la voix, c'est un enfant. Mon cœur s'est serré. Dans mon esprit est immédiatement apparu le visage enfantin mais féroce de Léo, quand il a couru vers moi avec le couteau. Après avoir raccroché, j'ai cherché les nouvelles sur Internet. Effectivement, la nouvelle principale de la région était une photo du lieu de l'incendie avec le titre « Un mineur provoque un incendie en jouant avec le feu ». Le propriétaire décède dans les flammes. Ils ont rapidement identifié l'enfant. C'était Léo. Il s'avère que ces derniers temps, Stéphane s'était éloigné de Valérie et de son fils, ne les laissant pas entrer dans la nouvelle maison. Il leur avait coupé l'aide financière, changé le mot de passe de la porte et avait même dit au concierge de l'immeuble de ne pas les laisser monter, prétextant qu'ils étaient une nuisance. Aux yeux d'un enfant, bien sûr, cela signifiait que son père était devenu méchant et ne les aimait plus. Il a voulu lui donner une leçon. Ce jour-là, profitant d'une négligence des adultes, il a mis le feu à un chiffon imbibé d'alcool et l'a jeté dans un coin de la cour près de la fenêtre. Il ne s'attendait pas à ce que le vent soit fort. Le feu s'est propagé incroyablement vite, enflammant les rideaux, puis le parquet, le canapé, les meubles. Quand Stéphane s'en est rendu compte, la sortie était déjà bloquée par les flammes. Finalement, il n'a pas pu s'échapper et est mort dans l'incendie provoqué par le même enfant qu'il avait voulu protéger à tout prix. Léo, étant mineur, n'a reçu qu'un avertissement verbal et a été contraint de participer à un programme éducatif spécial. Valérie, en tant que sa tutrice légale, pour les graves conséquences de sa négligence, a dû payer une énorme indemnité selon le jugement civil. Ce que je n'attendais pas, c'est que cette indemnité soit transférée directement sur mon compte, selon le testament que Stéphane avait modifié à la hâte après le divorce. C'était peut-être la dernière façon qu'il avait trouvée pour me rendre quelque chose. Pourtant, je n'ai pas gardé un seul centime. J'ai transféré tout l'argent à une fondation d'aide aux enfants des zones rurales, en particulier à des programmes d'éducation sur la sécurité et les compétences de vie. Un enfant qui ne connaît pas les conséquences de ses actes peut détruire une vie entière. Mais ce n'était plus mon affaire. Quelques semaines plus tard, j'ai vu une brève nouvelle en passant. Poignardé pour blessure un mineur dans un conflit découlant de la pression mentale et financière. Il n'y avait pas de photo, seulement une phrase laconique. J'ai jeté un coup d'œil rapide et j'ai continué à faire défiler l'écran sans m'arrêter, sans aucune émotion. Tout ce qui les concernait, pour moi, appartenait à une vie passée. Mon présent avait changé de couleur. Manon, descends manger. La voix de ma mère depuis la cuisine a résonné, apportant avec elle l'odeur d'oignons frits et de sauce de poisson. Aujourd'hui, ton père a cuisiné les côtelettes braisées que tu aimes. J'ai ouvert la porte de ma chambre et j'ai vu mon père placer soigneusement la marmite de côtelettes au centre de la table.
Ma mère, tout en le grondant pour le désordre, souriait comme une fleur. J'ai soudain réalisé que cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu une phrase aussi simple. Sans promesses éternelles, sans excuses tardives, sans larmes dramatiques. Juste qu'aujourd'hui, quelqu'un se souvenait de ce que j'aimais manger, juste que sur la table, il y avait toujours une place qui m'attendait.